148 940 le jeune. Là. 148 940. Nouvellement équipé, ouais. 148 940. Je vais me noter ça. Il est sur le carnet de capture, hein, de toute façon. Ben donc là on se prépare pour aller capturer donc des jeunes lagopèdes. C'est un programme qu'on a mis en place en 1998. Donc pour étudier un peu cette espèce, étudier les déplacements, les causes de mortalité. Et là actuellement on essaie de capturer les jeunes dont on connaît le lieu de naissance pour savoir où ils vont s'installer au printemps prochain. C'est ce qu'on appelle la dispersion des jeunes oiseaux. Donc le but c'est ça, c'est de capturer donc le maximum de jeunes. On a suffisamment de données actuellement sur les adultes et le but actuellement c'est capturer des jeunes. On le renouvelle chaque année au mois de septembre, donc on capture les opérations de capture se font juste avant la dispersion des nichés. Les jeunes vont quitter leur mère naturellement à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Donc ils vont faire leur vie à partir de ce moment-là. Et donc juste avant ce qu'on appelle la dispersion des nichés, on essaie de les capturer pour les équiper d'émetteurs, de façon à pouvoir les suivre au cours de leur premier hiver et voir donc après où est-ce qu'ils vont s'installer pour se reproduire. Déjà pour voir s'ils survivent au cours de l'hiver et puis voir après où ils vont chercher un territoire de reproduction. Là on prend les radios pour rester en contact lors des traques. Lors de la poussée, parce qu'on va pousser la nichée dont la poule est équipée d'émetteurs vers un grand barrage de filets. Et ce filet, un des côtés du filet est maintenu légèrement ouvert et légèrement au-dessus du sol par des petits piquets de bois. Donc le but c'est de pousser la nichée doucement vers le filet et de la faire rentrer sous le filet. Donc on est en liaison radio les uns aux autres pour coordonner la traque. Et de façon à pouvoir intervenir dès que les oiseaux sont sous le filet. Donc, en termes de matériel, on a les radios, on a un filet, on a 100 mètres de filet, là. On a les piquets de bois, les émetteurs, et puis tout le matériel de capture donc pour faire des pesées, des mesures sur les oiseaux. Voilà, ça, après, on le verra sur le terrain si on a la chance de capturer. La semaine dernière, on a fait un essai de capture. Juste au-dessus, là, on a loupé les oiseaux de peu. On a poussé les oiseaux en direction du filet. Et 50 mètres avant le filet, les 5 oiseaux ont volé. Pour une raison inexpliquée. Parce qu'on ne les serrait pas de très près, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, ça fait partie des aléas des captures. Jean est en train de prélocaliser là, les oiseaux, estimer un petit peu leur position. Et en fonction de leur position, on verra où est-ce qu'on peut poser le filet au-dessus de la nichée de façon à pousser les oiseaux vers le filet, tout doucement, avec précaution. Il faut être très très patient, il ne faut pas brusquer les oiseaux parce que sinon les oiseaux volent et donc on a placé le filet pour rien. Donc là il utilise une antenne directionnelle qui lui donne, lorsqu'il est sur l'azimut correspondant à la position des oiseaux, le signal devient plus intense, plus clair. C'est ce qui permet par recoupement successif d'arriver sur les oiseaux. J'ai le signal très faible du jaune. C'est bien, mais... C'est des jeux entament. Les jeunes qu'on a capturés à Recolon. C'est pas mal. Oui. Ça c'est la poule. C'est bon, là j'ai les 3 oiseaux. Il doit être jaune. Et j'ai le 90 aussi du géant. Le 561. Ah, le coq. Très bien, hein. Le coq. Oui, le coq. Oui. Il doit être sur un pommier. Peut-être il est sur le versant du géant. Ouais, c'est bien. Il est sur le regroupement. Il marche bien cet émetteur. Ouais. On vient d'avoir le signal d'un oiseau qu'on a équipé il y a 2 ans. Et ces émetteurs nous permettent de dire si les oiseaux sont vivants ou morts. C'est parce que les émetteurs restent immobiles plus de 3-4 heures. Le rythme du signal change. Et tête de corde aussi. Ma tête également. C'est la technique qu'on va utiliser aujourd'hui. Il faut qu'un des oiseaux du groupe soit équipé d'émetteurs de façon à pouvoir déjà localiser l'oiseau
Et puis pousser l'oiseau grâce à l'émetteur, hein, parce qu'on ne le voit pas, on sait qu'il est là parce qu'on a le signal, donc on pousse l'oiseau, on l'a niché, le groupe, vers le filet. Genre, pensons qu'on a les oiseaux sur le versant là, juste là. Une grotte de perdrix grise, probablement qui a mangé beaucoup d'insectes, là, vu la couleur. Certaines sont bleutées à cette saison quand elles ont mangé des myrtilles ou des érelles. Mais là, visiblement, c'est des insectes. Les perdrix grises nichent normalement plus bas en altitude, dans les landes d'Agenais, jusqu'à 2003-2004. Et à l'automne, elles montent très haut en altitude pour manger des criquets, des sauterelles. Donc c'est pas rare de les voir quasiment à côté des lagopèdes alpins en fin de saison, vers le mois de... à cette saison, en septembre-octobre. Les perdrix grises, on n'a pas d'oiseaux équipés d'émetteurs pour essayer de tenter une capture. Et puis bon, l'objectif c'est pas de capturer des perdrix grises aujourd'hui. Il l'a fait, hein. Les galliformes de montagne, donc c'est le grand tétra, la perdrix grise des Pyrénées et le lagopède qu'on cherche aujourd'hui. Et donc le grand tétra c'est celui qui vit dans les forêts d'altitude, donc c'est celui qui vit le plus bas. Après ils l'ont établi dans la perdrix grise. Et en haut, complètement en crête, donc c'est le lagopède. C'est l'étalement. Un excrément de renard. On voit les... Il mange un peu de tout, et là on voit les fémurs de criquets. Il y en a plein là, on les voit sauter dans les... Donc, ça nourrit un peu de... On les voit. Tu les vois? Ouais. J'ai pas eu le 111. Non. J'ai pas eu le 111. Il faut que tu veux la mettre où le filet? Ou alors on met le filet. On les met un peu plus vers là. Tu penses qu'ils vont bien descendre? C'est pas impossible. Mais par contre, il faut profiter au maximum de la pelouse. Sinon... Je sais bien. Mais là, il n'y en a pas beaucoup. La pelouse, elle est là-bas. Ouais. Non, ça ira là, c'est bon. Moi, j'ai peur qu'il se barre vers là. Ça va être galère pour le placer. J'ai peur qu'il se barre vers là, moi. Vers là-bas, maintenant, tu veux dire? Non. Non, mais après, on va barrer là, avec deux personnes. Deux personnes, là. Oui. Là, ça va être très compliqué hein, pour le mettre dans ces cailloux, c'est galère. En plus, ça descend. Oh. Hey. Non, mais je sais pas. Je sais que quand il y a des cailloux, c'est... L'autre possibilité, Jean, c'est de partir de cette pelouse-là. Tu vois, bien de les boulis. Et vers là-bas, vers l'autre éperon. Parce que s'il faut, ils vont aller vers là-bas, comme ils ont fait la dernière fois. Alors, pourquoi on ne piégerait pas? Oui, mais il n'y a pas de pelouse derrière. Où ça? Comme ça, à travers. Oui, on prend le filet. Tu prends les bâtons. Je prends l'antenne. Ouais. L'utilité du marquage, c'est donc de pouvoir faire des suivis individuels de ces oiseaux, de rentrer un peu dans leur intimité, de connaître leur déplacement, leur sort, est-ce qu'ils survivent, s'ils meurent, de quoi ils meurent, les causes de mortalité. On peut dans certains cas identifier les prédateurs qui sont responsables de la mort de l'oiseau. Une précision, la lagopède n'est plus chassée dans les Pyrénées-Orientales depuis 1990. C'est toujours une espèce gibier, mais le plan de chasse est égal à 0 depuis 1990. Oui, tu as raison. Ouais. Parce que là, avec les éboulis, les oiseaux ils vont piéter, ils vont pas voler. Mais combien ça fait, Jean, d'ici à là-bas? 80 mètres? Même pas. 70. Là-bas, on doit pouvoir continuer. Donc, on part d'ici. Parce que là, il faudrait fermer tout le couloir. On assure et selon le résultat, si on a le temps, on essaie un deuxième essai. Voilà, un autre point important, c'est d'étudier les déplacements. Ça permet de voir comment les différentes parties du massif échangent des oiseaux. Ça permet de mieux comprendre aussi les résultats sur la génétique. Pourquoi tel massif est isolé, pourquoi une population de lagopèdes perd
sa diversité génétique, on comprend mieux ce genre de résultats lorsqu'on a une idée de jusqu'à quelle distance ils peuvent disperser. Et quelle distance représente après une barrière à la dispersion, c'est-à-dire que c'est un empêchement à la dispersion et aux échanges d'oiseaux entre massifs. Un autre point important, c'est de connaître les sites de nid. Donc quelles sont les exigences en termes de sites de nid, en termes de sites d'habitat d'élevage des jeunes. On pourrait éventuellement donner des recommandations. La période aussi de nidification pour donner des recommandations vis-à-vis du pastoralisme. Dans les Alpes, on a fait pas mal d'observations sur la chronologie de la reproduction et ça permet de dire aux éleveurs, aux bergers, telle partie de tel massif, il ne faudrait pas l'utiliser avant telle date pour éviter d'avoir un impact sur les nids et les nichés de lagopèdes. Donc ça c'est un peu un dérivé un peu pratique, des recommandations pratiques qui sont issues de ce genre d'observation. Voilà grosso modo les grands points, les grands résultats qu'on peut obtenir à partir de ces suivis individuels. Un nid de lagopède, c'est simplement une petite dépression dans le sol, parfois tapissée de quelques brindilles d'herbe ou de plumes de l'oiseau, souvent à l'abri d'une dalle, d'un caillou ou d'un arbrisseau, d'un rhododendron, d'un genévrier. Mais certains sont quasiment sans protection, c'est-à-dire que la poule a pondu comme si ça lui prenait tout d'un coup. À côté du chemin, des fois, qui monte au canigou. Parfois à côté du chemin, oui. On a une anecdote, là, un nid de lagopède qui était situé à peu près à une dizaine de mètres du sentier, même moins de 10 mètres du sentier, un des sentiers qui monte au pied du Canigou. Et on a pu mesurer grâce à un appareil qu'il y avait 900 personnes qui étaient passées à côté du nid pendant la couvaison. Et le nid quand même est arrivé à terme, c'est-à-dire les œufs ont éclos. Par contre la poule a perdu ses jeunes assez rapidement. Ce qui a l'air d'être important, c'est l'altitude. C'est un oiseau quand même qui est habitué à certaines températures, au froid. Et donc on ne peut pas trouver des nids, en tout cas dans le département des Pyrénées-Orientales, on ne peut pas trouver des nids à 2000 mètres d'altitude et en deçà. C'est pas possible, c'est trop chaud. La moyenne des nids ici, c'est 2400-2450 mètres d'altitude. Les plus bas sont situés à 2200-2230 et les plus hauts jusqu'à 2007. C'est parce que la cordelette était prise, voilà, là, ça ira mieux. Il a les tarses et les narines emplumées. Et c'est un oiseau qui est complètement blanc à partir des premiers jours de novembre jusqu'au dernier jour du mois de mars. Donc tout l'hiver il est tout blanc, à l'exception des plumes de la queue qu'on appelle les rectrices qui restent noires. Et donc l'oiseau se confond avec son milieu, enfin avec la neige, parce qu'il y a de la neige. Par contre, en été, automne, il y a un plumage qui se confond plutôt avec les éboulis, donc l'habitat qu'il occupe en été et à l'automne. Par contre, il change même s'il n'y a pas de neige. Ça ne dépend pas de la neige. La difficulté, c'est de placer le filet sans mettre en mouvement les oiseaux. Je vais mettre les sacs à dos là. Déjà pour créer un coup. Et puis là, il faut quelqu'un dans les éboulis qui fasse du bruit. Je les situe là. Alors moi je ne peux pas voir vraiment dessous. Ils montent entre Olivier et Gilles, donc il vaut mieux que tu les aies un peu en dessous. Ouais, reçu. Là le problème c'est qu'ils ne doivent pas pouvoir me voir, non, les oiseaux, Claude? Non, ils ne te voient pas certainement, mais ils doivent t'entendre quand même. Tu les mettrais à combien de moi? 20 mètres? Ouais, à peu près 20 mètres. Tu vois devant toi maintenant, tu as une zone plutôt disons d'herbe. Et après tu arrives sur une grande zone de grands blocs. Là tu dois aller voir ces grands blocs.
Ben, à ma droite, j'ai des blocs là, avec, il y en a un qui est en forme de pointe, à peu près à, on va dire 15 mètres à ma droite, là en direction du puits de sec. Voilà, mais les oiseaux sont au pied de ce... Alors si tu dis que c'est 15 mètres, tu as les oiseaux à 15 mètres. Ils sont pas très loin de ce caillou qui regarde en direction du casinier. Ah ouais, donc je les ai vraiment bien à droite, ouais, d'accord. Parce que moi, au signal, la poule équipée, je l'ai ici, tu vois. Ouais, non mais c'est plutôt ça, Jean, c'est plutôt ça. C'est moi qui ai du mal à évaluer la distance entre ce caillou incliné et les oiseaux. Bon, je vais essayer de voir si je peux les voir. Faudrait pas qu'ils soient, bon, que les blocs me les masquent, on va voir. Ça dépend comment ils sont positionnés. Jean, on est vraiment proche. Moi, je t'entends parler à la radio. Hein. Oui, oui, je sais, Gilles, je t'entends aussi, ouais. Non, mais écoute, c'est bon, hein. On va voir, hein. De toute façon, là, écoute, moi j'ai le filet, là, à 40 mètres, hein, maxi. Hein. Là, s'ils veulent piéter, c'est tout bon, hein, mais s'ils veulent pas piéter, on va être patient, hein, parce que là, ça vaut le coup, on va voir. Mais enfin, l'autre jour, là, ce groupe avec cette Isabelle, là, ils ont volé hein, assez facilement, on va voir. L'oiseau qui te regardait, donc regarde à nouveau sur le filet, mais toujours à la même place. Hein. Je crois qu'il est sur pied, mais il ne veut pas démarrer. Ok, tu crois qu'il me voit là, d'après toi, hein, toujours? En tout cas, s'ils ne te voient pas, ils t'ont entendu, hein, parce que tu es vraiment très près des oiseaux. Hein. Ah oui, prêt, aucun doute, hein, au signal, enfin, en tout cas de la poule équipée, je suis très près, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. C'est pour ça que ça m'embête d'avancer davantage, quoi, parce que là, après, c'est vraiment très risqué, quoi. Ça vaut peut-être le coup de patienter un petit moment, après, vraiment, en dernier recours, tant pis, on avancera mètre par mètre, on verra, mais là, ça vaut peut-être le coup, vu comment tout est placé, d'attendre un peu. Bon, alors, ce que je vais essayer de faire, c'est la bonne vieille technique, hein, c'est de taper un peu les cailloux, on va voir. Et peut-être en te cachant, Jean, tu redescends de 10 mètres derrière le piquet, là, et tu tapes, tu fais un peu de bruit, on va voir si les oiseaux réagissent. Ouais, ok. Je vais faire ça, ouais, ça va peut-être les bouger. Tu me dis, hein. On voit toujours un jeune, la tête bien dressée, et qui regarde dans ta direction, Jean. C'est ce que je me montre. Merde, la poule équipée vient de se prendre dans le filet, tous les jeunes sont devant. L'Isabelle aussi. Bon, j'avance, tant pis Claude, pas le choix. Hein. Avance, Jean, avance. Et dépêchez-vous, il y a tout qui est pris là, il y a tout qui est pris. Allez, vite, vite, vite. Ah, coince celle-là, là-bas. L'Isabelle, elle a réussi à s'échapper. Merde, l'Isabelle s'est échappée. Encore Ouais, l'Isabelle, elle s'est échappée. Et j'ai deux jeunes quand même. Hein. Merde. Merde, elle était super prise, l'Isabelle. Hein. C'est dommage, l'Isabelle. Deux fois, c'est... Deux fois, c'est pris. Remarque, la première fois, c'est pas plus mal, parce que peut-être que les autres ne seraient pas rentrés. Elle s'est prise, elle est sortie, et ils s'y sont tous pris. Et elle s'est rebarrée. Elle s'est rebarrée. Et t'as vu, elle était au fond pourtant, je sais pas comment elle a fait. Il n'y en a que deux émetteurs. Ah merde. Tu aurais équipé les trois. Non, là, c'est celle qui est déjà équipée. Donc on la pèse, on 500 piles. on regardera qu'elle est pas de 500 fil, grammes. tout ça. 500 grammes pile. Et on va la relâcher celle-là. Après on va équiper les deux jours. Pareil en prenant. Regarde, il n'y a pas de
les ailes là-dessus. Non, si, Oh si, putain. non, c'est bon. On va couper, allez. Prends-la par là. Prends-la comme une voleur. Ça va mieux. Ouais, dessous. Non, je pensais pas qu'elle Tu l'as? allait. Je pensais pas qu'elle allait. Je crois plus, hein, mais bon. On l'a trop enlevé. Tarse qui se sont un peu Non, déplumés. non, je sais bien. Tu vois, l'oiseau d'hier, c'est râpé un peu les tarses comme ça. Putain, mais là. T'as replacé bien là, il y a c'est pas des faisans ça. Ah, c'est... Non, non, non. Elle était bien embouliquée. Bonne mère. Allez, on va faire le jeune. Ouais. C'est dommage, hein. L'autre, putain, en plus une Isabelle. Si on est jeune, Gilles, on va pas trop les comprimer. Je vais en poser un. Faut pas les stresser. C'est pas paradis, c'est tous de même. Hein. La plus longue, hein, 100. La plus longue, 198,3. Non. 18,8. Non, 3. Si, et non. Non, c'est pas possible. 18,8. Regarde. Non, 18, 3. 188. 188. Et le plié, 188. 188. Sûr. J'avais vu 183. Moi. Non. C'est lequel? C'est cette portion qui va. Regarde s'il y a du... Oui, il y en a plein. Attends. Il faut aller au ciseau. Il est où le ciseau? Les ciseaux. Merci. Ça va se saouler là. Non, c'est bon. Là, il en avait un autre, je crois, de l'autre côté. Putain. Non, ferme. Non. Hein? Remets-le dedans. Là, le bouchon. On l'a pesé. On a mesuré L'aile pliée. l'aile pliée. 188 sûr, l'aile pliée. 18 cm et 8 mm. Tu vois pas le 5 des fois. Oui, tu oui, sais oui. pas si c'est 8 Oui, ou oui. 3, tu sais, Oui, je l'avais pas vu. Oui. Donc, si tu regardes pas le 9, Voilà, maintenant on va ajuster le collier. c'est juste. C'est un point de colle, non? Ouais. De super glue. On va d'abord voir si ça passe bien quand même. Ouais. On va faire un essai. Ah, c'est dommage. Tu l'as vu quand même. Oui, bien sûr. Peut-être un peu grand, non? Je vais un peu serré, mais pas beaucoup. Ils sont un peu plus petits que les autres. Elle est bien repartie la femelle. Elle est bien repartie. Ouais, c'est bien. C'est un nœud qui est scellé avec de la super glue. Combien vous avez vu d'oiseaux? 4. 4 oiseaux. 4, la poule est 3 jeunes. Oh, mais c'est bien. Ils descendront bien comme ça. Ça passe en force un peu. Ouais, entre guillemets. Je crois que c'est pas mal. La RP8 n'est pas tombé encore. La RP8 n'est pas tombé. Donc il a moins de 53 jours. Ah, ça va faire des oiseaux à 310, 320 grammes. 320 grammes. Ouais, l'émetteur il est bien. Au niveau plume, il y a suffisamment de plumes. Oh, il y en a un paquet. Ouais. Il y en a là aussi. Il n'y en a pas. Le pire, c'est Tu vois, les émetteurs, si tu les fais passer à peine un peu large, pas trop, mais à peine un peu, il descend mieux, je trouve, l'émetteur. Il se place mieux. c'est bon. Ah, du filet, il y en a plusieurs celui-là. Un filet plume, il y en a suffisamment. Bah écoute, regarde. Tout ça, Tu veux la merde pour la génétique, hein? il y a celui-là au fait aussi. Là. Mais
c'était propre. Il n'y en avait pas des plumes. D'ailleurs. Ah non, non, non. Hein, Non, non, ils étaient propres. Ils étaient propres. oh putain, j'espère. Ouais. Non Ça, c'est... Oui. Tiens, c'est un autre. Un bébé là. Tu vas le lâcher avec Olivier. C'est quel émetteur celui-là, Claude? Attends, Gilles. Combien, Claude? 149. Ouais, mais 149 321. Marque-le avec le crayon, je préfère. Eh oui, mais il m'a marqué pas trop bien hier ce crayon. Celui-là. Combien il fait celui-là? Je te dis. Celui-là, on n'a pas placé. On va le poser, on va le poser. Celui-là. On va prendre le plier. Ou alors, je fais l'émetteur, moi, si vous voulez. Faites attention, par contre, dès qu'il est jeune. T'as les mains en pleine dessus. Tu peux l'éteindre dessous. Je pense qu'il y en a plus. Non, l'autre côté. Il est plus gros celui-là, ça se voit. Oui. Non, je pense que c'est bon. Ça repousse. Ouais. Ça va y être, Claude. Je veux pas lui faire. T'as pas fait les lettres? Je vais faire ça. Juste pour. Ouais, ça n'a pas l'air mal, je vais à peine le serrer. Ça. T'auras fait le primaire. Passe-moi le. Ouvre-moi le. Ouais. Tu veux le remettre là? Par contre, j'ai pas pris la fréquence de ce village. C'est pour la génétique. Pour la génétique. $149 250. On va essayer, si ça claque. 149. 250. Mais à voir quand même. Mais que si jamais elle se barre, je l'aurais. Voilà. C'est une gaille, ça. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Attention, il n'y a pas de filet, Claude. On a vérifié normalement. Ok, fais le plier.
90. Alors 200. Oui, d'accord. 200, mais la RP8 est présente aussi. Et jaune bleu. Marque-moi jaune bleu. Franchement, il fait 26 à peu près. Ça m'étonne parce qu'il n'y a pas de temps. On la relâche. Ouais, tu la relâches. RP8 présente. RP8 présente. Ça, c'est pas grave. C'est un peu parti. Ah non, mais ça va repousser. Oh non, d'accord. Aucun respect. Aucun respect. C'est de l'amour. C'est ça. Ouais, tous, hein. Gilles a failli nous refaire une première mondiale. Hein. Capture d'une Isabelle. Mais Non, mais voilà. chaque fois qu'il vient, il se passe quelque chose. Putain, pourquoi ça ferme pas avec ça là? Et on avait 2 émetteurs avec les marques colorées, 2 émetteurs posés. Hum. Et là, ils avaient fait exprès. Bon, on est très contents, oui, parce que... En fait, c'est un peu, tu connais le rugby? Ouais, c'est comme quand tu as le bonus offensif, un peu, tu es super content, tu vois. Et à la dernière seconde, tu le perds. Donc tu es content parce que tu as gagné, mais tu n'as pas le bonus offensif. Là, c'est pareil, l'Isabelle, ça aurait été le bonus offensif. Donc, hein, non? On peut voir les choses Eh oui, comme ça. on est content. C'est la vision usapiste de Gilles. Ouais, non, mais c'est vrai. Voilà. Voilà, Non, c'est ça. Non, bon, mais on aurait pu aussi ne rien prendre, on aurait pu en prendre qu'une. Cette année, on fait des captures au compte-gouttes parce que les nichées sont très réduites. Il y a un jeune, 2 jeunes par nichée. Et souvent, quand il y a 2 jeunes, on n'a pas eu de chance parce qu'on prend un jeune et l'autre arrive à se libérer ou s'envoler avant. Donc, on va pas... Non, on est content, c'est bien. Hein. Bon, là, on a capturé la poule équipée aussi. Plus, ça faisait quand même 4 oiseaux dans le filet, dont un qui s'est libéré. normal. Bah, c'est dommage parce que c'était une poule Isabelle, hein, donc c'est des poules qui ont un plumage vraiment clair. C'est toujours très intéressant parce que c'est assez rare ces oiseaux. Il faut faire une tare encore, c'est celle-là. Tare de la poule. Ah. Non, bon, les jeunes, c'est les plus légers qu'on a équipés cette année, mais ça reste des poids très raisonnables. Hein. Enfin, le plus gros des deux, il est parfait, et l'autre, il est un peu plus léger, mais c'est bien. Bah, le premier fait 300 en moyenne, hein, 340, et le second quasiment 380, 390, donc c'est bien. Le mystère demeurera, une poule, 4 jeunes, Ouais. ou 2 poules, un jeune et 2 jeunes. Alors oui, alors par contre, nous la dernière fois, on a vu la poule Isabelle, la poule équipée et 3 jeunes. Et là, visiblement, il y avait la poule équipée, la poule Isabelle et 2 jeunes. C'est ça, je ne me trompe pas. Oui, 2 jeunes. Ouais, donc il manquait un jeune. Vous ne pensez pas que l'Isabelle, c'est un jeune? Et ça peut, hein. Avec la couleur, C'est je ne peux pas voir, c'est que l'Isabelle. En taille, en tout cas, elle était pas, c'était pas énorme. Hein. Franchement, moi, c'est ce qui m'a fait penser, c'est qu'elle était de la taille des jeunes, mais bon. Ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire équiper des jeunes, leur placer un émetteur, c'est un travail de longue haleine. Ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un long travail de préparation. C'est-à-dire qu'en début d'été, on prospecte des zones favorables pour les nichés, hein, donc des zones de reproduction pour les poules de lagopèdes. Et quand on a la chance, avec les chiens d'arrêt, donc dressés, souvent c'est des setters anglais, quand on a la chance de trouver une nichée, donc une poule avec des poussins, avec un poussin ou plusieurs poussins, on a une technique qui est très simple, qui consiste à rappeler la poule. Donc la poule, le chien arrête la poule. Donc la poule s'en va avec l'aile cassée devant le chien. Hein, c'est comme font beaucoup d'oiseaux. Hein, c'est un système de défense pour éloigner tout simplement le prédateur des jeunes. On rappelle la poule avec un magnéto. On a un cri de poussin, c'est le cri de détresse du poussin. Donc on envoie un appel et au préalable on a placé un petit filet d'une 20aine de mètres au sol, un petit peu comme celui-là mais plus réduit en hauteur et en largeur. Et la poule, 9 fois sur 10, revient à l'instinct de défense des jeunes qui est assez exceptionnel. Elle revient, donc défendre ses jeunes et on la prend assez facilement dans le filet. On peut dire qu'on a, pratique pas 100%, mais 99% de réussite avec cette technique. Donc une fois on a capturé cette poule, on l'équipe, même chose, on prend les mesures, on la relâche.
Parfois on voit le nombre de jeunes, parfois on ne le voit pas, on a des surprises souvent. Là c'était le cas, certainement. Donc voilà, donc ensuite on la suit, on suit cette poule, voir un petit peu où elle va, voir son domaine vital avec ses jeunes là l'été. Et en automne, début d'automne, là comme aujourd'hui, voilà, c'est ce qui nous permet ensuite, quand les jeunes ont une taille suffisante pour supporter le poids de l'émetteur, d'essayer de les capturer pour les équiper. Pour que Claude puisse ensuite calculer la dispersion de ces jeunes. C'est ce qui nous intéresse actuellement sur le massif. Les équiper, c'est déjà pour étudier l'espèce, voir un petit peu ces oiseaux. Les jeunes, c'est surtout pour voir ce qui devient, c'est l'avenir de l'espèce, les jeunes. Et comme sur le lagopède, il y a un taux de mortalité très, très élevé. C'est pour voir un petit peu ces jeunes par rapport à là où ils sont nés, où ils vont, qu'est-ce qu'ils deviennent, s'ils se font prédater, comment, où, par qui, si c'est des poules où elles vont se reproduire. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc nous, avec Jean, on est rattachés à ce qu'on appelle la direction des études et de la recherche. Et cette direction, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, est divisée en équipes de recherche par grands thèmes. Donc il y a des gens qui travaillent sur la faune de plaine, d'autres sur la faune migratrice, à savoir les canards, d'autres sur les grands animaux, les cervidés, les sangliers. Nous, on est plutôt spécialisés sur la faune de montagne. Et dans la faune de montagne, il y a deux grands groupes. Ceux qui travaillent sur les ongulés, les bêtes à cornes, les chamois, les isards, mouflons, bouquetins. Et l'autre groupe, c'est les oiseaux, autrement dit les galliformes de montagne, avec pour les Pyrénées, la perdrix grise, le lagopède alpin et le grand tétras. Et pour les Alpes, Alpes, Jura et Vosges, enfin Alpes, c'est tétralyre, gélinote et lagopède alpin, et Bartavel, perdrix Bartavel. Et pour les Vosges et le Jura, c'est grand tétras et gélinote. Et donc la direction des études et de la recherche, donc ces centres d'études et de recherche appliquées sur la faune de montagne, on est chargé de la mise en œuvre de programmes d'études et de recherche sur ces différentes espèces qui nous permettent donc d'avoir des notions de mieux connaître la biologie et le fonctionnement de ces populations. Et le but ultime de ces recherches, c'est quand même de pouvoir formuler des recommandations, soit en termes d'utilisation des habitats par les différentes activités humaines, le pastoralisme, le tourisme, mais également en matière de chasse, parce que ces espèces, dans la plupart des massifs, sont chassées, sont des espèces gibier. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir dire, est-ce qu'on peut prélever certaines années, et les années où on peut prélever, jusqu'à quel seuil on peut prélever sans porter préjudice aux populations. Voilà, ça c'est un peu le but ultime de notre programme de recherche. Après, il y a des volets un peu plus fondamentaux sur la génétique des populations, mais on essaie quand même toujours de garder une certaine finalité à nos travaux, une finalité appliquée. Notre programme d'études et recherches, c'est sur le lagopède alpin actuellement. Avant de travailler sur cette espèce, on a eu à peu près le même type de programme d'études, avec marquage d'oiseaux suivi par radiopistage, sur la perdrix grise des Pyrénées, qui était une espèce qui était très peu connue. Et pour l'ensemble de ces espèces, lagopède, perdrix et grand tétras, on a des opérations qu'on appelle des opérations de suivi de population, qui sont simplement des comptages. Enfin, simplement. C'est simple, simplement, mais c'est quand même compliqué à faire parce que ça nécessite donc de compter les oiseaux ou de tenter de compter les oiseaux au printemps et en été, de façon à obtenir des indices du niveau d'abondance de ces espèces sur les différents massifs des Pyrénées, des Alpes, du Jura et des Vosges. C'est en quelque sorte des indicateurs sur le statut de ces populations. Est-ce qu'elles sont stables? Est-ce qu'elles diminuent? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que ça augmente? Ça, c'est le premier type de comptage. Le deuxième type, c'est les comptages de reproduction pour l'estimation du succès de la reproduction en été. C'est des comptages qu'on fait en règle générale à l'aide de chiens d'arrêt. C'est une sorte de chasse sans fusil. Et ça nous permet donc d'estimer le succès de la reproduction, qui est un des paramètres qu'on prend en compte pour dire si oui ou non on peut chasser ou pas l'espèce pour une année donnée. Voilà en gros les grands types de suivi et d'études qu'on fait sur ces espèces. Le filet, il est pas à sa première capture. Hein. C'est bon? Ouais. Allez.